de Clèves. Là, la mère, en fait, de Mademoiselle de Chartres, qui est devenue Madame de la princesse de Clèves, est en train un peu de raconter l'histoire du roi et de Madame de Valentinois, parce que Madame de Valentinois est plus âgée que le roi. Donc voilà. Donc je continue, en fait. Donc là, on est sur l'histoire de Madame de Valentinois et le roi. Et, euh, et donc j'ai lu la fin de la dernière phrase que j'avais déjà lue la dernière fois. Donc elle y réussit, comme vous le voyez. Il y a plus de 20 ans que cette passion dure sans qu'elle ait été altérée ni par le temps, ni par les obstacles. Si vous voulez d'ailleurs avoir des histoires, enfin connaître un peu mes différentes histoires, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc le feu roi s'y opposa d'abord, et soit qu'il eût encore assez d'amour pour Madame de Valentinois pour avoir de la jalousie, ou qu'il fût poussé par la duchesse d'Étampes, qui était au désespoir que Monsieur le Dauphin fût attaché à son ennemi, il est certain qu'il vit cette passion avec une colère et un chagrin dont il donnait tous les jours des marques. Son fils ne craignit ni la colère, ni sa haine, et rien ne put l'obliger à diminuer son attachement, ni à le cacher. Il fallut que le roi s'accoutumât à le souffrir. Aussi, cette opposition à ses volontés l'éloigna encore de lui et l'attacha davantage au duc d'Orléans, son troisième fils. C'était un prince bien fait, beau, plein de feu et d'ambition, d'une jeunesse fougueuse, qui avait besoin d'être modéré, mais qui eût fait aussi un prince d'une grande élévation, si l'âge eût mûri son esprit. Le rang d'aîné qu'avait le dauphin et la faveur du roi qu'avait le duc d'Orléans faisaient entre eux une sorte d'émulation qui allait jusqu'à la haine. Cette émulation avait commencé dès leur enfance et s'était toujours conservée. Lorsque l'empereur passa en France, il donna une préférence entière au duc d'Orléans sur Monsieur le Dauphin, qu'il a ressenti si vivement que, comme cet empereur était à Chantilly, il voulut obliger Monsieur le Connétable à l'arrêter sans attendre le commandement du roi. Monsieur le Connétable ne le voulut pas. Le roi le blâma dans la suite de n'avoir pas suivi le conseil de son fils, et le blâma dans la suite de n'avoir. Et lorsqu'il l'éloigna de la cour, cette raison y eut beaucoup de part. La division des deux frères donna la pensée à la duchesse d'Étampes de s'appuyer de Monsieur le duc d'Orléans pour la soutenir auprès du roi contre Madame de Valentinois. Elle y réussit. Ce prince, sans être amoureux d'elle, n'entra guère moins dans ses intérêts que le dauphin était dans ceux de Madame de Valentinois. Cela fit deux cabales dans la cour, telles que vous pouvez vous les imaginer. Mais ces intrigues ne se bornèrent pas seulement à ces démêlés de femmes. L'empereur, qui avait conservé de l'amitié pour le duc d'Orléans, avait offert plusieurs fois de lui remettre le duché de Milan. Dans les propositions qui se firent depuis pour la paix, il faisait espérer de lui donner les 17 provinces et de lui faire épouser sa fille. Monsieur le Dauphin ne souhaitait ni la paix ni ce mariage. Il se servit de Monsieur le Connétable, qu'il a toujours aimé, pour faire voir au roi de quelle importance il était de ne pas donner à son successeur un frère aussi puissant que le serait un duc d'Orléans, avec l'alliance de l'empereur et les 17 provinces. Monsieur le Connétable entra d'autant mieux dans les sentiments de Monsieur le Dauphin qu'il s'opposait par là à ceux de Madame d'Étampes, qui était son ennemi déclaré et qui souhaitait ardemment l'élévation de Monsieur le duc d'Orléans. Ça en fait des complications, des amitiés, des ennemis, des alliances. En même temps, il y avait des duchés quand même en jeu, donc bon, c'était quand même, c'est pas juste des petites histoires, on va dire, d'amour ou voilà. C'est quand même, il y a quand même des territoires, il y a tout ça, donc il y avait quand même de l'enjeu, pas si léger que ça, quoi. Donc Monsieur le Dauphin commandait alors l'armée du roi en Champagne et avait réduit celle de l'empereur en une telle extrémité qu'elle eût péri entièrement si la duchesse d'Étampes, craignant que de trop grands avantages ne nous fissent refuser la paix et l'alliance de l'empereur pour Monsieur le duc d'Orléans, n'eût fait secrètement avertir les ennemis de surprendre Épernay au château Thierry, qui était plein de vivres. Ils le firent et sauvèrent par ce moyen toute leur armée. Cette duchesse ne jouit pas longtemps du succès de sa trahison. Peu après, Monsieur le duc d'Orléans mourut, à Farmoutier, d'une espèce de maladie contagieuse.
Il aimait une des plus belles femmes de la cour et en était aimé. C'est rare, c'est quand même assez rare. Je ne vous la nommerai pas, parce qu'elle a vécu depuis avec tant de sagesse et qu'elle a même caché avec tant de soin la passion qu'elle avait pour ce prince, qu'elle a mérité que l'on conserve sa réputation. Le hasard fit qu'elle reçut la nouvelle de la mort de son mari le même jour qu'elle apprit celle de M. d'Orléans, de sorte qu'elle eut ce prétexte pour cacher sa véritable affliction, sans avoir la peine de se contraindre. Le roi ne survécut guère au prince son fils. Il mourut 2 ans après. Il recommanda à M. le dauphin de se servir du cardinal de Tournon et de l'amiral d'Annebault, et ne parla point de M. le connétable, qui était pour lors relégué à Chantilly. Ce fut néanmoins la première chose que fit le roi, son fils, de le rappeler et de lui donner le gouvernement des affaires. Madame d'Étampes fut chassée et reçut tous les mauvais traitements qu'elle pouvait attendre d'une ennemie toute puissante. La duchesse de Valentinois se vengea alors pleinement et de cette duchesse et de tous ceux qui lui avaient déplu. Son pouvoir parut plus absolu sur l'esprit du roi qu'il ne paraissait encore pendant qu'il était dauphin. Depuis 12 ans que ce prince règne, elle est maîtresse absolue de toutes choses. Elle dispose des charges et des affaires. Elle a fait chasser le cardinal de Tournon, le chancelier Olivier et Villeroy. Ceux qui ont voulu éclairer le roi sur sa conduite ont péri dans cette entreprise. Le comte de Tex, grand maître de l'artillerie qui ne l'aimait pas, ne put s'empêcher de parler de ses galanteries et surtout de celles du comte de Brissac, dont le roi avait déjà eu beaucoup de jalousie. Néanmoins, elle fit si bien que le comte de Tex fut disgracié, on lui ôta sa charge, et ce qui est presque incroyable, elle la fit donner au comte de Brissac, et la fait ensuite maréchal de France. La jalousie du roi augmenta néanmoins d'une telle sorte qu'il ne put souffrir que ce maréchal demeurât à la cour. Mais la jalousie, qui est aigre et violente en tous les autres, est douce et modérée en lui par l'extrême respect qu'il a pour sa maîtresse, en sorte qu'il n'osa éloigner son rival que sur le prétexte de lui donner le gouvernement du Piémont. Il y a passé plusieurs années. Il revint l'hiver dernier sur le prétexte de demander des troupes et d'autres choses nécessaires pour l'armée qu'il commande. Le désir de revoir Madame de Valentinois et la crainte d'en être oublié avaient peut-être beaucoup de part à ce voyage. Le roi le reçut avec une grande froideur. Je me remets. Messieurs de Guise, qui ne l'aiment pas, mais qui n'osent le témoigner à cause de Madame de Valentinois, se servirent de Monsieur le Vidame. Le Vidame, c'est qui? C'est le père de Mademoiselle de Chartres, qui est la princesse de Clèves. Donc, messieurs de Guise, qui ne l'aiment pas, mais qui n'osent le témoigner à cause de Madame de Valentinois, se servirent de Monsieur le Vidame, qui est son ennemi déclaré, pour empêcher qu'il n'obtînt aucune des choses qu'il était venu demander. Il n'était pas difficile de lui nuire, le roi le haïssait, et sa présence lui donnait de l'inquiétude, de sorte qu'il fut contraint de s'en retourner sans remporter aucun fruit de son voyage, que d'avoir peut-être rallumé dans le cœur de Madame de Valentinois des sentiments que l'absence commençait d'éteindre. Le roi a bien eu d'autres sujets de jalousie, mais ou il ne les a pas connus, ou il n'a osé s'en plaindre. Je ne sais, ma fille, ajouta Madame de Chartres, parce que depuis le début, c'est quand même Madame de Chartres qui raconte toutes les petites histoires, toutes les petites embrouilles de la cour. Donc, elle s'adresse à sa fille. Je ne sais, ma fille, ajouta Madame de Chartres, si vous ne trouverez point que je vous ai plus appris de choses que vous n'aviez envie d'en savoir. Je suis très éloignée, madame, de faire cette plainte, répondit Madame de Clèves, et sans la peur de vous importuner, je vous demanderai encore plusieurs circonstances que j'ignore. Elle veut en savoir plus. Elle veut tout savoir, la petite. Elle connaît pas du tout ce qui se passe. Elle est hyper naïve à la cour. Et elle a besoin d'être un peu plus... d'en savoir plus pour être... pour se défendre plus facilement, quoi. Pour savoir qui avec qui est ennemi de qui. Et pour, pour se défendre un petit peu. La passion de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées et avec qui il avait conservé des commerces pendant son absence. Il ne prit pas seulement le soin de chercher des prétextes pour rompre avec elles, il ne put se donner la patience d'écouter leurs plaintes et de répondre à leurs reproches. Madame la Dauphine, pour qui il avait eu des sentiments assez passionnés, ne put tenir dans son cœur contre Madame de Clèves.
Son impatience pour le voyage d'Angleterre commença même à se ralentir, et il ne pressa plus avec tant d'ardeur les choses qui étaient nécessaires pour son départ. Il allait souvent chez la reine Dauphine, parce que Madame de Clèves y allait souvent, et il n'était pas fâché de laisser imaginer ce que l'on avait cru de ses sentiments pour cette reine. Madame de Clèves lui paraissait d'un si grand prix qu'il se résolut de manquer, plutôt, se résolut de manquer à lui donner des marques de sa passion que de hasarder de la faire connaître au public. Il n'en parla pas même au vidame de Chartres, qui était son ami intime, et pour qui il n'avait rien de caché. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux de Madame de Clèves. Que le chevalier de Guise et elle auraient eu peine à s'en apercevoir elle-même, si l'inclination qu'elle avait pour lui ne lui eût donné une attention particulière pour ses actions, qui ne lui permit pas d'en douter. Elle ne se trouva pas la même disposition à dire à sa mère ce qu'elle pensait des sentiments de ce prince, qu'elle avait eu à lui parler de ses autres amants. Sans avoir un dessein formé de lui cacher, elle ne lui en parla point. Mais Madame de Chartres ne le voyait que trop, aussi bien que le penchant que sa fille avait pour lui. Cette connaissance lui donna une douleur sensible. Elle jugeait bien le péril où était cette jeune personne, d'être aimée d'un homme fait comme M. de Nemours, pour qui elle avait de l'inclination. Elle fut entièrement confirmée dans les soupçons qu'elle avait de cette inclination par une chose qui arriva peu de jours après. Le maréchal de Saint-André, qui cherchait toutes les occasions de faire voir sa magnificence, supplia le roi, sur le prétexte de lui montrer sa maison, qui ne venait que d'être achevée, de lui vouloir faire l'honneur d'y aller souper avec les reines. Ce maréchal était bien aise aussi de faire paraître aux yeux de Madame de Clèves cette dépense éclatante qui allait jusqu'à la profusion. Quelques jours avant celui qui avait été choisi pour ce souper, le roi dauphin, dont la santé était assez mauvaise, s'était trouvé mal et n'avait vu personne. La reine, sa femme, avait passé tout le jour auprès de lui. Sur le soir, comme il se portait mieux, il fit entrer toutes les personnes de qualité qui étaient dans son antichambre. La reine Dauphine s'en alla chez elle, elle y trouva Madame de Clèves et quelques autres dames qui étaient le plus dans sa familiarité. Comme il était déjà assez tard et qu'elle n'était point habillée, elle n'alla pas chez la reine. Elle fit dire qu'on ne la voyait point et fit apporter ses pierreries afin d'en choisir pour le bal du maréchal de Saint-André et pour en donner à Madame de Clèves, à qui elle en avait promis. Comme elles étaient dans cette occupation, le prince de Condé arriva. Sa qualité lui rendait toutes les entrées libres. La reine Dauphine lui dit qu'il venait sans doute de chez le roi son mari et lui demanda ce que l'on y faisait. « L'on dispute contre monsieur de Nemours, madame, répondit-il, et il défend avec tant de chaleur la cause qu'il soutient, qu'il faut que ce soit la sienne. Je crois qu'il a quelques maîtresses qui lui donnent de l'inquiétude quand elle est au bal, tant il trouve que c'est une chose fâcheuse pour un amant que d'y voir la personne qu'il aime. »« Comment ?» reprit madame la Dauphine. « Monsieur de Nemours ne veut pas que sa maîtresse aille au bal ? J'avais bien cru que les maris pouvaient souhaiter que leurs femmes n'y allassent pas, mais pour les amants, je n'avais jamais pensé qu'ils puissent être de ce sentiment. »« Monsieur de Nemours trouve, répliqua le prince de Condé, que le bal est ce qu'il y a de plus insupportable pour les amants, soit qu'ils soient aimés ou qu'ils ne le soient pas. Il dit que s'ils sont aimés, ils ont le chagrin de l'être moins pendant plusieurs jours, qu'il n'y a point de femme que le soin de sa parure n'empêche de songer à son amant, qu'elles en sont entièrement occupées, que ce soin de se parer est pour tout le monde aussi bien que pour celui qu'elles aiment, que lorsqu'elles sont au bal. Elles veulent plaire à tous ceux qui les regardent, que quand elles sont contentes de leur beauté, elles en ont une joie dont leur amant ne fait pas la plus grande partie. Il dit aussi que quand on n'est point aimé, on souffre encore davantage de voir sa maîtresse dans une assemblée, que plus elle est admirée du public, plus on se trouve malheureux de n'en être point aimé, que l'on craint toujours que sa beauté ne fasse naître quelque amour plus heureux que le sien. Enfin, il trouve qu'il n'y a point de souffrance pareille à celle de voir sa maîtresse au bal, si ce n'est de savoir qu'elle y est et de n'y être pas. Madame de Clèves ne faisait pas semblant d'entendre ce que disait le prince de Condé, mais elle l'écoutait avec attention. Elle jugeait aisément quelle part elle avait à l'opinion que soutenait M. de Nemours,
et surtout à ce qu'il disait du chagrin de n'être pas au bal, où était sa bien-aimée, j'imagine, sa maîtresse. Parce qu'il ne devait pas être à celui du maréchal de Saint-André, et que le roi l'envoyait au-devant du duc de Ferrare. La reine Dauphine riait avec le prince de Condé et n'approuvait pas l'opinion de monsieur de Nemours. « Il n'y a qu'une occasion, madame, lui dit ce prince, où monsieur de Nemours consente que sa maîtresse aille au bal. C'est alors que c'est lui qui le donne. Et il dit que l'année passée, qu'il en donna un à votre majesté, il trouva que sa maîtresse lui faisait une faveur d'y venir, quoiqu'elle ne semblât pas vous y suivre, que c'est toujours faire une grâce à un amant que d'aller prendre sa part à un plaisir qu'il donne, que c'est aussi une chose agréable pour l'amant que sa maîtresse le voie, le maître d'un lieu où est toute la cour et qu'elle le voie se bien acquitter d'en faire les honneurs. Monsieur de Nemours avait raison, dit la reine Dauphine en souriant, d'approuver que sa maîtresse allât au bal. Il y avait alors un si grand nombre de femmes à qui il donnait cette qualité que si elles n'y fussent point venues, il y aurait eu peu de monde. Il y avait tellement de maîtresses que voilà. Monsieur de Nemours, sitôt que le prince de Condé avait commencé à compter les sentiments de monsieur de Nemours sur le bal, madame de Clèves avait senti une grande envie de ne point aller à celui du maréchal de Saint-André. Elle entra aisément dans l'opinion qu'il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimé, et elle fut bien aise d'avoir une raison de sévérité pour faire une chose qui était une faveur pour monsieur de Nemours. Elle emporta néanmoins la parure que lui avait donnée la reine Dauphine, mais le soir, lorsqu'elle la montra à sa mère, elle lui dit qu'elle n'avait pas dessein de s'en servir, que le maréchal de Saint-André prenait tant de soin de faire voir qu'il était attaché à elle, qu'elle ne doutait point qu'il ne voulût aussi faire croire qu'elle aurait part au divertissement qu'il devait donner au roi, et que sous prétexte de faire l'honneur de chez lui, il lui rendrait des soins dont peut-être elle serait embarrassée. Madame de Chartres combattit quelque temps l'opinion de sa fille, comme la trouvant particulière, étrange, inhabituelle. Mais voyant qu'elle s'y opiniâtrait, donc elle s'y entêtait, elle s'y rendit, et lui dit qu'il fallait donc qu'elle fît la malade pour avoir un prétexte de n'y pas y aller, parce que les raisons qui l'empêchaient ne seraient pas approuvées et qu'il fallait même empêcher qu'on ne les soupçonnât. Madame de Clèves consentit volontiers à passer quelques jours chez elle pour ne point aller dans un lieu où monsieur de Nemours ne devait pas être, et il partit sans avoir le plaisir de savoir qu'elle n'irait pas. Donc lui, il a cru qu'elle y allait quand même, et lui, il n'allait pas y être, etc. Il revint le lendemain du bal. Il sut qu'elle ne s'y était pas trouvée. Mais comme il ne savait pas que l'on eût redit devant elle la conversation de chez le roi dauphin, il était bien éloigné de croire qu'il fût assez heureux pour l'avoir empêché d'y aller. Le lendemain, comme il était chez la reine et qu'il parlait à madame la dauphine, madame de Chartres et madame de Clèves y vinrent et s'approchèrent de cette princesse. Madame de Clèves était un peu négligée, comme une personne qui s'était trouvée mal, mais son visage ne répondait pas à son habillement. « Vous voilà si belle, lui dit madame la dauphine, que je ne saurais croire que vous ayez été malade. Je pense que monsieur le prince de Condé, en vous contant l'avis de monsieur de Nemours sur le bal, vous a persuadé que vous feriez une faveur au maréchal de Saint-André d'aller chez lui, et que c'est ce qui vous a empêché d'y venir. Ah. Madame de Clèves rougit de ce que madame la dauphine devinait si juste, et de ce qu'elle disait devant monsieur de Nemours, ce qu'elle avait deviné. Madame de Chartres vit dans ce moment pourquoi sa fille n'avait pas voulu aller au bal, et pour empêcher que monsieur de Nemours ne le jugeât aussi bien qu'elle, elle prit la parole avec un air qui semblait être appuyé sur la vérité. « Je vous assure, madame, dit-elle à madame la dauphine, que votre majesté fait plus d'honneur à ma fille qu'elle n'en mérite. Elle était véritablement malade, mais je crois que si je ne l'en eusse empêchée, elle n'eût pas laissé de vous suivre et de se montrer aussi changée qu'elle était, pour avoir le plaisir de voir tout ce qu'il y a eu d'extraordinaire au divertissement d'hier au soir. » Donc là, la mère, elle sauve un peu la peau de sa fille, enfin elle sauve, on va dire, pas la peau, mais l'honneur un peu, parce que madame de Clèves, enfin, anciennement mademoiselle de Chartres, se sentait un petit peu mal d'avoir été découverte, qu'on ait découvert le pot aux roses. Enfin voilà. C'est pire qu'un film de Noël, hein. C'est les histoires, voilà. Madame la dauphine, donc, crut ce que disait madame de Chartres. Monsieur de Nemours, lui, fut bien fâché d'y trouver de l'apparence.
Néanmoins, la rougeur de Madame de Clèves lui fit soupçonner, voilà, que ce que Madame la Dauphine avait dit n'était pas entièrement éloigné de la vérité. Donc voilà, donc il est content. Madame de Clèves avait d'abord été fâchée que Monsieur de Nemours eût eu lieu de croire que c'était lui qui l'avait empêché d'aller chez le maréchal de Saint-André, mais ensuite elle sentit quelque espèce de chagrin que sa mère lui en eût entièrement ôté l'opinion. Bon, jamais contente, hein. Voilà, parce qu'elle voudrait, elle voudrait qu'il le sache, mais que ce soit pas vraiment comme ça. Voilà. Quoique l'assemblée de Cercamps eût été rompue, les négociations pour la paix avaient toujours continué et les choses s'y disposèrent, d'une telle sorte que sur la fin de février, on se rassembla à Cateau-Cambrésis. Les mêmes députés y retournèrent et l'absence du maréchal de Saint-André défit M. de Nemours du rival, qui lui était plus redoutable, tant par l'attention qu'il avait à observer ceux qui approchaient Mme de Clèves, que par le progrès qu'il pouvait faire auprès d'elle. Madame de Chartres n'avait pas voulu laisser voir à sa fille qu'elle connaissait ses sentiments pour ce prince, de peur de se rendre suspecte que sur les choses qu'elle avait envie de lui dire. En gros, Madame de Chartres, voilà, elle ne veut pas quand même que sa fille sache qu'elle a découvert que sa fille aimait bien Monsieur de Nemours. Parce que sinon, après, ça va. Elle se dit que sa fille ne lui dira pas autant de choses et qu'elle ne pourra pas l'aiguiller aussi facilement. Et du coup, que sa fille sera un petit peu. Elle va manigancer tout et du coup, elle n'aura pas la liberté de lui dire les choses. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si je suis plus claire que ça. Mais je trouve que c'est tellement un peu complexe entre les différentes. Les petites histoires sont tellement tarabiscotées que voilà, c'est un peu ça demande parfois un petit peu de vulgarisation, on va dire. Voilà. Donc c'est ça. Donc elle veut pas elle veut pas être suspectée, quoi. Elle se mit un jour à parler de lui. Elle lui en dit du bien et y mêla beaucoup de louanges empoisonnées sur la sagesse qu'il avait d'être incapable de devenir amoureux et sur ce qu'il ne se faisait qu'un plaisir et non pas un attachement sérieux du commerce des femmes. Voilà, en gros, fais gaffe, c'est un beau parleur. Vraiment, on dit que... Enfin non, elle lui dit pas fais gaffe parce qu'elle veut pas montrer qu'elle sait. Mais elle la met en garde comme si elle ne savait pas. Ce n'est pas, ajouta-t-elle, que l'on ne l'ait soupçonné d'avoir une grande passion pour la reine Dauphine. Je vois même qu'il y va très souvent, et je vous conseille d'éviter autant que vous pourrez de lui parler, et surtout en particulier parce que Madame la Dauphine, vous traitant comme elle fait, on dirait bientôt que vous êtes leur confidente, et vous savez combien cette réputation est désagréable. Je suis d'avis, si ce bruit continue, que vous alliez un peu moins chez Madame la Dauphine, afin de ne pas vous trouver mêlée dans des aventures de galanterie. Madame de Clèves n'avait jamais ouï parler de Monsieur de Nemours et de Madame la Dauphine. Elle fut si surprise de ce que lui dit sa mère, et elle crut si bien voir combien elle s'était trompée dans tout ce qu'elle avait pensé des sentiments de ce prince qu'elle en changea de visage. Voilà, Madame de Chartres s'en aperçut, elle est bien contente. Il vint du monde dans ce moment, Madame de Clèves s'en alla chez elle et s'enferma dans son cabinet. L'on ne peut exprimer la douleur qu'elle sentit de connaître par ce que lui venait de dire sa mère, l'intérêt qu'il prenait à Monsieur de Nemours. Elle n'avait encore osé se l'avouer à elle-même. Là, elle est malheureuse, donc elle a pleuré, quoi. Elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que Monsieur de Clèves lui avait tant demandés. Elle trouva combien il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait. Elle se sentit blessée et embarrassée de la crainte que Monsieur de Nemours ne la voulût faire servir de prétexte à Madame la Dauphine, et cette pensée la détermina à conter à Madame de Chartres ce qu'elle ne lui avait point encore dit. Elle alla le lendemain matin dans sa chambre pour exécuter ce qu'elle avait résolu, mais elle trouva que Madame de Chartres avait un peu de fièvre, de sorte qu'elle ne voulait pas lui parler. Ce mal paraissait néanmoins si peu de choses que Madame de Clèves ne laissa pas d'aller l'après-dîner chez Madame la Dauphine. Elle était dans son cabinet avec 2 ou 3 dames qui était le plus avant dans sa familiarité. « Nous parlions de Monsieur de Nemours, lui dit cette reine en la voyant, et nous admirions combien il est changé depuis son retour de Bruxelles. Devant que d'y aller, il y avait un nombre infini de maîtresses, et c'était même un défaut en lui, car il ménageait également celles qui avaient du mérite et celles qui n'en avaient pas. Depuis qu'il est revenu, il ne connaît ni les unes
ni les autres, il n'y a jamais eu un si grand changement. Je trouve même qu'il y en a dans son humeur et qu'il est moins gai que de coutume. » Madame de Clèves ne répondit rien, et elle pensait avec honte qu'elle aurait pris tout ce que l'on disait du changement de ce prince pour des marques de sa passion, si elle n'avait point été détrompée. Elle se sentait quelque aigreur contre Madame la Dauphine de lui avoir cherché des raisons de s'étonner, et s'étonner d'une chose dont apparemment elle savait mieux la vérité que personne. Elle ne put s'empêcher de lui en témoigner quelque chose, et comme les autres dames s'éloignèrent, elle s'approcha d'elle et lui dit tout bas : « Est-ce aussi pour moi, madame, que vous venez de parler, et voudriez-vous me cacher que vous fussiez celle qui a fait changer de conduite à monsieur de Nemours ? » « Vous êtes injuste, lui dit madame la Dauphine, vous savez que je n'ai rien de caché pour vous. » Il est vrai que monsieur de Nemours, devant que d'aller à Bruxelles, a eu, je crois, intention de me laisser entendre qu'il ne me haïssait pas. Mais depuis qu'il est revenu, il ne m'a pas même paru qu'il se souvint des choses qu'il avait faites, et j'avoue que j'ai de la curiosité de savoir ce qui l'a fait changer. Il sera bien difficile que je ne le démêle, ajouta-t-elle. Le vidame de Chartres, qui est son ami intime, est amoureux d'une personne sur qui j'ai quelque pouvoir, et je saurai par ce moyen ce qui a fait ce changement. Madame la Dauphine parla d'un air qui persuada Madame de Clèves, et elle se trouva, malgré elle, dans un état plus calme et plus doux que celui où elle était auparavant. Ah oui, finalement, Madame la Dauphine n'est pas un danger. Donc pas d'inquiétude, pas de problème. Voilà. Lorsqu'elle revint chez sa mère, elle sut qu'elle était beaucoup plus mal qu'elle ne l'avait laissée. La fièvre lui avait redoublé et les jours suivants, elle augmenta de telle sorte qu'il parut que ce serait une maladie considérable. Mince. Madame de Clèves était dans une affliction extrême. Elle ne sortait point de la chambre de sa mère. Monsieur de Clèves y passait aussi presque tous les jours, et par l'intérêt qu'il prenait à Madame de Chartres, et pour empêcher sa femme de s'abandonner à la tristesse, mais pour avoir aussi le plaisir de la voir. Sa passion n'était point diminuée. Monsieur de Nemours, qui avait toujours eu beaucoup d'amitié pour lui, n'avait pas cessé de lui en témoigner depuis son retour de Bruxelles. Pendant la maladie de Madame de Chartres, ce prince trouva le moyen de voir plusieurs fois Madame de Clèves, en faisant semblant de chercher son mari, ou de le venir prendre pour le mener promener. Il le cherchait même à des heures où il savait très bien qu'il n'y était pas, et sous le prétexte de l'attendre, il demeurait dans l'antichambre de Madame de Chartres, où il y avait toujours plusieurs personnes de qualité. Madame de Clèves y venait souvent, et pour être affligée, elle n'en paraissait pas moins belle à monsieur de Nemours. Il lui faisait voir combien il prenait d'intérêt à son affliction, et il lui en parlait avec un air si doux et si soumis, qu'il la persuadait aisément que ce n'était pas de Madame la Dauphine dont il était amoureux. Elle ne pouvait s'empêcher d'être troublée de sa vue et d'avoir pourtant du plaisir à le voir. Mais quand elle ne le voyait plus, et qu'elle pensait que ce charme qu'elle trouvait dans sa vue était le commencement des passions, il s'en fallait peu qu'elle ne crût le haïr par la douleur que lui donnait cette pensée. Madame de Chartres empira si considérablement que l'on commença à désespérer de sa vie. Elle reçut ce que les médecins lui dirent du péril où était, avec un courage digne de sa vertu et de sa piété. Après qu'ils furent sortis, elle fit retirer tout le monde et appeler Madame de Clèves. « Il faut nous quitter, ma fille, » lui dit-elle, en lui tendant la main. « Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination pour monsieur de Nemours. Mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour, obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles. Quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvaient obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin.
Madame de Clèves fondait en larmes sur la main de sa mère, qu'elle tenait serrée entre les siennes. Et Madame de Chartres se sentant touchée elle-même. « Adieu, ma fille, lui dit-elle. Finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre. Et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. » Ah, ben c'est triste. Elle se tourna de l'autre côté, en achevant ces paroles, et commanda à sa fille d'appeler ses femmes, sans vouloir l'écouter ni parler davantage. Madame de Clèves sortit de la chambre de sa mère, en l'état que l'on peut s'imaginer, et Madame de Chartres ne songea plus qu'à se préparer à la mort. Elle vécut encore 2 jours, pendant lesquels elle ne voulut plus revoir sa fille, qui était la seule chose à quoi elle se sentait attachée. Madame de Clèves était dans une affliction extrême. Son mari ne la quittait point, et sitôt que Madame de Chartres fut expirée, il l'emmena à la campagne pour l'éloigner d'un lieu qui ne faisait qu'aigrir sa douleur. On n'en a jamais vu de pareil. Quoique la tendresse et la reconnaissance y eussent la plus grande part, le besoin qu'elle sentait qu'elle avait de sa mère pour se défendre contre M. de Nemours ne laissait pas d'y en avoir beaucoup. Elle se trouvait malheureuse d'être abandonnée à elle-même, dans un temps où elle était si peu maîtresse de ses sentiments, et où elle eût tant souhaité d'avoir quelqu'un qui pût la plaindre et lui donner de la force. La manière dont M. de Clèves en usait pour elle lui faisait souhaiter plus fortement que jamais de ne manquer à rien de ce qu'elle lui devait. Elle lui témoignait aussi plus d'amitié et plus de tendresse qu'elle n'avait encore fait. Elle ne voulait point qu'il la quittât. Il lui semblait qu'à force de s'attacher à lui, il la défendrait contre M. de Nemours. Ce prince vint voir M. de Clèves à la campagne. Il fit ce qu'il put pour rendre aussi une visite à Madame de Clèves. Mais elle ne le voulut point recevoir, et sentant bien qu'elle ne pouvait s'empêcher de le trouver aimable, elle avait fait une sorte de résolution de s'empêcher de le voir, et d'en éviter toutes les occasions qui dépendraient d'elle. M. de Clèves vint à Paris pour faire sa cour, et promit à sa femme de s'en retourner le lendemain. Il ne revint néanmoins que le jour d'après. « Je vous attendis tout hier, lui dit Madame de Clèves, lorsqu'il arriva. Et je vous dois faire des reproches de n'être pas venu comme vous me l'aviez promis. Vous savez que si je pouvais sentir une nouvelle affliction en l'état où je suis, ce serait la mort de Madame de Tournon, que j'ai apprise ce matin. J'en aurais été touchée quand je ne l'aurais point connue. C'est toujours une chose digne de pitié qu'une femme jeune et belle comme celle-là soit morte en 2 jours. Mais de plus, c'était une des personnes du monde qui me plaisait davantage et qui paraissait avoir autant de sagesse que de mérite. Je fus très fâchée de ne pas revenir hier, répondit M. de Clèves, mais j'étais si nécessaire à la consolation d'un malheureux qu'il m'était impossible de le quitter. Pour Madame de Tournon, je ne vous conseille pas d'en être affligée, si vous la regrettez comme une femme pleine de sagesse et digne de votre estime. Vous m'étonnez, reprit Madame de Clèves, et je vous ai ouï dire plusieurs fois qu'il n'y avait point de femme à la cour que vous estimassiez davantage. Il est vrai, répondit-il, mais les femmes sont incompréhensibles, et quand je les vois toutes, je me retrouve si heureux de vous voir que je ne saurais assez admirer mon bonheur. Vous m'estimez plus que je ne vaux, répliqua Madame de Clèves en soupirant, et il n'est pas encore temps de me trouver digne de vous. Apprenez-moi, je vous en supplie, ce qui vous a détrompé de Madame de Tournon. Il y a longtemps que je le suis, répliqua-t-il, et que je sais qu'elle aimait le comte de Sancerre, à qui elle donnait des espérances de l'épouser. Je ne saurais croire, interrompit Madame de Clèves, que Madame de Tournon, après cet éloignement si extraordinaire qu'elle a témoigné pour le mariage, depuis qu'elle est veuve, et après les déclarations publiques qu'elle a faites de ne se remarier jamais, ait donné des espérances à Sancerre. Si elle n'en eût donné qu'à lui, répliqua M. de Clèves, il ne faudrait pas s'étonner. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'elle en donnait aussi à Estouteville, dans le même temps, et je vais vous apprendre toute l'histoire. Là, on sera enfin à la 2e partie, donc je vais m'arrêter là. C'était quand même un peu compliqué, mais quand même triste un petit peu, la mort de la mère de Madame de Clèves, enfin de la princesse de Clèves, c'est quand même assez triste. Là, elle se sent un peu abandonnée. On va voir comment elle va gérer cette histoire avec son mari et puis son
son amoureux qu'elle essaie de ne pas voir et elle refuse cet amour, mais malgré tout, elle ne peut pas s'en empêcher. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, voilà, au revoir.